Bonjour Benjamin, tu es CTO de Label Food Chain, une solution de traçabilité alimentaire qui va de l'éleveur jusqu'au distributeur dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Très bien. Alors, du coup, moi, c'est Benjamin Jornet, comme tu as dit. Mon parcours, c'est, j'ai commencé, tout d'abord, à Sopra Banking Software où j'ai travaillé, à peu près 5 ans, en tant qu'ingénieur blockchain. Donc je commençais stagiaire et puis je finis ingénieur senior et suite à quoi, en fait, ça me titillait trop, j'avais envie d'entreprendre et je commençais à lancer, ma startup avec, mon associé Ilan Achour, qui est Label Food Chain. Et du coup, pourquoi la blockchain? Déjà, la blockchain, c'est, je commençais très tôt, dès que je suis arrivé à Sopra, dès mon stage de fin d'études. Je suis tombé dedans directement, je savais pas trop ce que c'était à l'époque et par la force des choses, bah, du coup en 2016, ça a commencé en 2016, j'ai eu le temps d'apprendre depuis et voilà, j'ai appris à parler le Solidity entre autres. Ok, super. Bah, enfin, même déjà arrivé assez tôt en 2016, il n'y en a pas non plus des masses qui sont arrivés à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, en fait, c'est assez intéressant que Sopra s'y intéresse aussitôt en termes d'entreprise, en termes de maturité par rapport à l'intérêt de cette techno-là. Donc ça, c'est Mmh, plutôt chouette. Et donc, tu as pu faire tes armes dans un, dans un département innovation. Et puis voilà, ça c'est titille ça. derrière, ça bascule sur l'entrepreneuriat. Et donc, ouais, parce que bon, la blockchain étant un domaine assez vaste, qu'est-ce qui t'a un petit peu poussé à te dire: «On va faire une solution de traçabilité, sur, les denrées alimentaires et notamment en l'occurrence sur la viande». Nous, on s'est dit, alors il y a 2 questions dans ta question. Je vais répondre à la première. Déjà, pourquoi la viande? Et ensuite je répondrai à la deuxième. Pourquoi la viande? Puisque, dans les médias, on parlait principalement, dans les scandales alimentaires des cas d'usage, enfin des problèmes carnés. Non pas qu'il y en ait pas ailleurs, mais on parle principalement d'eux. Et c'est ceux dont les personnes se souviennent le plus. Donc on s'est dit, l'enjeu déjà, il est là. Et même en termes de consommation, les consommateurs globalement, ils prêtent plus attention à cette typologie de produits plutôt qu'à d'autres. Même moi, quand je consomme, je regarde plus la qualité de la viande que la qualité des pois chiches ou du riz. Non pas que ce soit pas important, mais à mes yeux, j'y accorde mon importance. Donc on s'est dit, quitte à commencer, autant commencer sur ce qui paraît le plus important et aussi dont le processus est potentiellement un peu compliqué, notamment dans les cas de mélange. Et là, je parle principalement des cas de viande hachée, par exemple. Donc ça, c'est pourquoi le sujet de la viande dans un premier temps, pourquoi on a commencé là-dessus. Ça, c'est pour une raison, on va dire, de tendance, même d'impact, où là, on pense créer le plus de valeur. En plus du fait que ça nous permet aussi également d'amortir nos coûts de développement, dans le sens où si je cherche à me spécialiser en développant toute une mécanique sur un cas d'usage, je peux le répliquer plus facilement pour d'autres clients qui utilisent des processus similaires ou des outils similaires. Donc, on doit faire l'intégration. Ça me permet une fois que je développe mon API d'intégration pour un éditeur logiciel, ça me permet de répliquer rapidement pour les autres. Donc, il y a cette partie aussi efficacité technique. Comment, en passant le moins de temps possible à développer, j'arrive à réaliser le plus. Il y a cette réalité-là, euh, qui est là, une des raisons pour laquelle on s'est focalisé sur cette filière, déjà dans un premier temps, avant de commencer un peu à se diversifier, mais j'en parlerai plus tard. Pour répondre à ta deuxième question, pourquoi la blockchain? Parce que la blockchain, c'est une technologie qui est assez pratique quand on veut garantir des informations et qu'on veut créer surtout de la confiance. C'est, on va dire, l'apport principal de la technologie. Et ça fait référence à ce dont je t'ai parlé juste avant, à savoir le problème de confiance des consommateurs vis-à-vis euh, voilà, de leurs achats alimentaires. Aujourd'hui, il me semble, c'était une étude relative aux attentes des consommateurs en 2020, je crois que c'était Obsoco. Euh, il y avait des chiffres qui étaient assez intéressants sur lesquels on s'est basé. C'est déjà le fait qu'il y a près d'un Français sur deux qui a déjà renoncé à un achat à cause du manque de transparence et que tu as 35% des consommateurs qui font encore confiance aux grandes marques alimentaires. Et tu as une dégradation de 5 points entre 2016 et 2020. Donc, c'est une C'est tendance énorme. de défiance-croissance. Et justement, on s'est dit, l'apport de la blockchain, c'est la création de confiance. Et en parallèle, il y a une perte de confiance croissante vis-à-vis de certains groupes. On s'est dit que ça paraît intéressant, en plus du fait oui, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous n'utilisez pas des bases de données à la place. Et la base de données, techniquement, j'ai aucune garantie par rapport à qui inscrit des informations. C'est-à-dire que je peux avoir des informations qui sont inscrites dedans, c'est vrai, de la même façon que je peux avoir des informations inscrites dans une blockchain. Sauf que la différence, c'est que la blockchain, une fois qu'il y a quelqu'un qui inscrit une information, j'ai la certitude que c'est bien cette personne et j'ai aussi la certitude de quand est-ce qu'elle l'a faite. Donc, Ouais. c'est cette garantie-là qui est assez intéressante et dont on cherche à tirer profit dans le processus de traçabilité alimentaire. Voilà, c'était quelque chose, c'est pas seulement t'inquiète, origine France, c'est va vérifier Ouais. ça en vie.
Moi, ma démarche est plutôt claire. T'inquiète, fais confiance. Bah, Et justement, TKT. ce qui est assez fou, c'est que de l'éleveur au distributeur, enfin, c'est vraiment une chaîne, complète, qui fait intervenir énormément d'organismes et de personnes. Avant une solution blockchain, on va en parler un petit peu après comment ça se met en place, mais, jusqu'alors, comment se fait un petit peu cette traçabilité? Est-ce qu'il y a une continuité de la transmission d'informations aujourd'hui, avec des solutions classiques ou pas du tout? C'est discontinué et en fait, ça ne repose que dans la confiance que, l'organisme précédent envoie au suivant? Alors, je te dirais que c'est à la fois continu et discontinu. En fonction de l'organisation. C'est-à-dire que quand tu as un groupe qui te gère de l'élevage jusqu'au point de vente, en passant par les étapes d'abattage et de transformation, là, en général, le processus de gestion des data est simplifié, puisque ça appartient à la même entité, elle peut mutualiser les systèmes SI entre les différents acteurs. Donc, on va dire que le système est un peu plus fluide dans ces cas-là. Là où ça devient intéressant, c'est surtout quand tu as un éleveur qui est une entreprise, tu as un abattoir qui est une entreprise, tu as un transformateur qui est une entreprise, tu as une marque qui est une entreprise, tu as un grossiste qui est une entreprise, tu as un distributeur qui est. Bref, tu as compris. C'est que tu as plein de typologies d'acteurs qui doivent communiquer entre eux des datas. Et sauf que ces datas-là, bah, fatalement, tu te doutes bien qu'avec toutes ces intermédiations et sans plateforme commune entre ces différents acteurs, euh, tu as fatalement un peu de perte ou d'imprécision à certains moments. D'ailleurs, on s'est dit, tu as un double enjeu, c'est celui d'être efficace en termes de récupération de données, c'est-à-dire pas formuler un mail, hello, est-ce que tu peux m'envoyer la traçabilité du jour sous format Excel? Ah, très bien, je vais le reporter, je vais le rentrer dans mon outil, etc. C'est de dire, il y a beaucoup d'enjeux réglementaires qui demandent des efforts de traçabilité aux pros de la filière. Et le but, c'est non pas de leur rajouter un nouvel outil pour dire, bah, écoutez, ressaisissez à nouveau toutes ces informations. Non, c'est dès lors qu'il a été fait une fois par un acteur, c'est de mutualiser cet effort pour d'autres acteurs, afin d'éviter que les professionnels d'une filière passent un temps incroyable à faire de la saisie administrative, mais plutôt qu'elles se focalisent plus sur leur métier, sur ce qu'elles savent faire de mieux au final et là où se concentre la valeur de leur côté. C'est vraiment de mutualiser cet effort administratif. Et dans le cas où tu as un acteur qui commence à saisir les données, normalement, celui d'après, il n'a pas besoin de ressaisir les mêmes informations. Or, aujourd'hui, c'est un peu le cas quand tu as des. Voilà, tu as beaucoup d'entreprises intervenant dans un process. Ça te permet de fluidifier un peu tout ça. Ouais et Je ne sais enfin, pas c'est si j'ai vachement répondu important. exactement. Si, si, bah, en plus, voilà, de cette traçabilité, de l'immuabilité de l'information qui est inscrite, il y a s il y a on vient pas rajouter une surcouche technologique où il va C'est falloir ça. renouveler des démarches administratives. En fait, enfin, ça vient vraiment résoudre des problèmes à différents niveaux. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, du coup, c'est concrètement, là, on rentre un petit peu plus dans les spécificités, comment, se met en place une solution de traçabilité, de l'éleveur, jusqu'au distributeur, par exemple, avec la solution de Label Food Chain? Je sais même pas par où commencer là. Hem, Tu peux peut-être parler de l'infrastructure, en fait, de la techno, ce que vous ouais, mettez en place, donc avec les QR codes et cetera et puis ensuite, faire un classique cas d'usage, ça part de l'éleveur, jusqu'au OK, ouais, distributeur. OK, dans ce cas-là. Alors, nous, dans notre cas, alors d'abord, je vais te parler du meilleur des mondes. Dans le cas où tu as les différents intervenants qui utilisent, la plateforme, je parle de l'élevage jusqu'au point de vente. Tu as, par exemple, l'éleveur qui renseigne ses différentes informations concernant. Donc là, il peut décrire typiquement, depuis la plateforme, comment je travaille, c'est quoi les méthodes, quels sont mes labels de certification, quelles sont mes bêtes, où je peux créer un peu du contenu à raconter me concernant. Ensuite, je passe à la phase d'abattage. La phase d'abattage, comment ça se passe? Souvent, ils utilisent, à peu près les mêmes outils, la plupart. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, des API afin de récupérer de façon un peu plus automatisée qu'une double saisie manuelle les traçabilités existantes depuis leur système, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même une traçabilité existante, hein, qui est imposée légalement et qui est suivie par les abattoirs français. Et heureusement, il n'y a pas beaucoup d'outils qu'ils utilisent pour faire ça. Donc, ça permet de mutualiser un peu cet effort d'import d'informations. Donc, ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se branche au système et ça permet de récupérer tout ça. Comment on les récupère? On récupère en soi, c'est des fichiers texte qu'on parse. Bon, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en fait, on les traduit dans un format qui est entendable par nos systèmes. À partir de ça, à partir de là, ça remplit des structures de données dans nos bases de données. Avec ces structures de données, on génère des hashes et à partir de ces hashes, on les référence dans la blockchain associés aux identifiants des objets de données correspondants. Et c'est de cette façon qu'on arrive à garantir l'intégrité des différents couches de data des différents acteurs de la filière. Donc là, je t'ai fait le cas de l'abattoir, mais ça marche aussi pour les transformateurs. Ça marche autant sur, de la, sur, non, sur du bovin, sur du poulet, mais également, là, on travaille en ce moment sur les différents produits transformés liés à ça, et également les fruits exotiques. Les fruits exotiques, ça suit à peu près la même logique, c'est-à-dire qu'il y a chaque acteur qui push ces datas de données, on les hache, et à partir de là, à partir des identifiants et de qui envoie la donnée, on est en mesure de savoir qui a fait quoi, quand, exactement. Très clair.
Donc là, tu as donné un petit peu ce qui se passe en coulisses de la tech et puis moi je trouve ça intéressant donc c'est bien de pouvoir le détailler parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe un petit peu, derrière. C'est le Comment ça se passe? making of de la blockchain. Comment ça se passe après, pour l'éleveur, en fait, les différents acteurs de la chaîne qui, eux, ne sont pas forcément, à l'aise avec, cette techno-là, qui n'ont pas, vocation de toute façon à l'être. Comment ça se passe l'interface pour eux, à travers, par exemple, la mise en place des QR codes pour la traçabilité? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé ce qu'on appelle une sorte de dashboard back-office pour les professionnels. On a 2 applis, donc une vraiment orientée pro pour les envois de données et une plus pour les consommateurs qui sont liés du coup, qui est spécifique au scan de QR code. C'est ce vers quoi renvoie le QR code en l'occurrence. En ce qui concerne le back-office pro, on a essayé de le faire au plus simple. C'est pour ça que on s'est pas dit on va le faire nous-mêmes tout totalement. On va le co-construire avec nos utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dès le départ, c'est-à-dire vraiment dès qu'on a commencé à développer notre solution, on a développé un premier truc parce qu'il fallait montrer quelque chose. Et puis très vite, on a trouvé un partenaire qui était Haché de France, avec qui était une marque du coup de viande hachée un peu premium. Pour nous, c'était parfait parce qu'il démarrait comme nous, il avait besoin de valoriser ses produits et surtout, il faisait du haut de gamme. Donc il cherchait à valoriser ce qu'il avait fait et la viande hachée, c'était le cas d'usage le plus complexe. Donc on s'est dit, c'est tout parfait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit avec lui et à chaque fois, on a itéré, on a itéré, on a itéré pour que notre solution puisse être utilisée sans notice, sans formation surtout. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas besoin de formation pour pouvoir utiliser notre plateforme. Parce que dès lors qu'il y a besoin d'une formation pour expliquer la plateforme, c'est pas là que la formation est indispensable, c'est que la plateforme est loin de l'être encore. Donc, on s'est dit, voilà, c'est l'objectif, c'est un KPI important pour nous, qu'il n'y ait pas besoin d'expliquer, il faut que ce soit naturel, assez naturel. Et du coup, pour les informations d'élevage, c'est je me mets sur mon compte, je raconte des informations me concernant, je fais un petit storytelling. Donc, alors là, fatalement, tu as des utilisateurs qui sont plus à l'aise que d'autres, toujours avec l'informatique. Ça, Eh oui. c'est une constante hein, dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Donc là, fatalement, tu as besoin de plus ou moins accompagner en fonction de chacun. Et ça, c'est pour la typologie d'acteurs éleveurs. Et puis après, pour les professionnels un peu plus industriels, ce qu'on fait, c'est que on cherche à automatiser dès que possible, dès qu'il commence à y avoir des volumes intéressants, qu'il y a des outils vers lesquels on peut récupérer les données. Il y a deux possibilités. C'est soit il fait un sort d'export fichier à partir des traçabilités existantes. Donc, j'appuie sur un bouton, j'exporte mes traçabilités, tac, j'ai un fichier, je le drag and drop sur ma plateforme et ça fait tous les traitements. On a pris en compte l'intégration de ce fichier et on a automatisé la saisie des données et les transactions blockchain associées. Option 1, l'automatisation. Option 2, qui est encore supérieure à l'option 1, c'est-à-dire que je n'ai même pas à faire cette action de drag and drop de fichiers, je vais directement récupérer les fichiers depuis le système. Alors ça, c'est quand on n'a pas affaire à des logiciels qui sont installés sur les desktops des professionnels de la filière, c'est carrément des solutions cloud où on peut un peu plus s'amuser avec des API. Ça, franchement, c'est pour nous, dès qu'on voit ça, c'est la Rolls. C'est-à-dire on peut vraiment s'amuser en termes d'automatisation pour que ce soit totalement souple et qu'il y ait très peu d'intervention de la part des professionnels. Et c'est là où ça apporte le plus de valeur. OK, très clair et puis, in fine, moi, dès que je me promène, dans une grande surface, par exemple, je vais avoir un paquet j'en sais rien, de steak haché, là, en l'occurrence. J'ai un QR code que je vais pouvoir, scanner et les informations qui vont être inscrites dedans et on va en parler après parce que vous avez vraiment poussé, le détail de l'information pour comprendre ce qu'il y a derrière aussi, qui est vachement important. Ces informations-là seront, certifiées grâce à votre système, sur la blockchain, quoi, c'est ça? C'est ça. Et l'idée, voilà, c'est façon opérationnelle, c'est de la même façon que pour le système de récupération de données, on cherche à s'intégrer avec l'existant. C'est pour l'impression des QR codes, c'est aussi de s'intégrer avec les systèmes mis en place existants. Donc souvent, tu vois, dans les usines qui te font les emballages, tu as des systèmes pour mettre en place impression de code barre avec les informations légales obligatoires. Ce qu'on s'est dit, c'est que nous, à partir des informations dont on a à disposition, on peut générer également un sorte de petit code barre avec les informations légales obligatoires en ajoutant en plus notre QR code dessus. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on passe par cette mécanique-là pour pouvoir poser notre système sans trop encombrer ou à, à, forcer le changement chez les professionnels avec qui on travaille. Alors ça, vraiment, c'est très différent d'un industriel à un autre, les façons de faire. Donc, il y a toujours un peu de réflexion pour savoir comment on met ça en place. Mais l'idée, c'est vraiment de caler ça sur les process actuels pour imprimer ça à destination du consommateur en termes de QR code. Je crois que tu avais une autre question dans ta question, mais je l'ai oublié. Pas de souci. Vous avez construit votre solution sur quelle blockchain et pourquoi? Alors, nous, on s'est basé sur la stack Ethereum. Alors,
ne met pas en place ça sur le réseau public pour plusieurs raisons. La première étant la dépendance par rapport à des frais de transaction que je ne maîtrise pas. Quand tu proposes un business model SaaS où tu factures au volume, créer une dépendance liée au volume dont tu ne maîtrises pas le coût, et ça paraît dangereux. Ça a pas de Donc sens. on s'est dit, voilà, d'un point de vue business, c'est dangereux. Et puis même idéologiquement, vis-à-vis de certains prospects ou clients, j'ai remarqué que des fois, il y a une certaine défiance par rapport au côté public de la blockchain, des fois, et on ne veut pas Ouais, forcément exposer ça, même si c'est un hash loin d'être anonymisé. Enfin, c'est très difficile de retrouver la data derrière. Même là, des fois, ça peut poser problème, mais idéologiquement. Donc, on s'est dit, OK, on va trouver un système un peu smart pour pouvoir pallier tout ça, en plus des problèmes de performance, parce que sur un réseau public, tu dépends des limites de volumétrie du réseau public qui sont en plus un paramètre variable dans le sens où, en fonction de la congestion du réseau et du nombre d'utilisateurs à la date où tu émets ta transaction, tu n'es pas sûr d'avoir une volumétrie qui te permet de fluidifier tes trucs. Enfin bref, il y a beaucoup de sujets dans le sujet. Donc, on s'est dit, OK, on va mettre en place un réseau blockchain en Ethereum. Donc, on reprend la tech Ethereum. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a un peu pimpé, tu vois. On lui a mis le consensus Proof of Authority. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de dire, bah, je passe. Alors là, Ethereum, du coup, c'est moins minage, c'est plus Proof of Stake basé sur la preuve de possession. Là, on s'est dit, c'est Proof of Authority, on prend 20 grands utilisateurs qui seront en mesure de pouvoir valider des blocs. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau qui est au moins, à minima, composé de 20 nœuds au mieux chez différents acteurs. Donc vraiment pour pousser un aspect pas full décentralisé tel qu'un réseau public, mais en mode un peu consortium pour créer de la valeur, même parmi des concurrents qui pourront se partager les informations de nœuds avec les certifications relatives. Donc ça, c'est la topologie réseau de notre blockchain. Avec ça, on a, comme je t'ai dit, j'ai pimpé les pairs, c'est-à-dire que la création de blocs, du coup, je l'ai un peu augmenté pour en créer un bloc par seconde. Derrière, ça me permet d'augmenter un peu les volumes permis par ma tech. Voilà, principalement, on a fait ça et l'idée, c'est vraiment de pousser. En général, c'est plus les grosses structures qui aiment avoir un petit hosting sur une instance dédiée d'un point de vue cloud, où là, du coup, on peut se permettre de hoster un nœud, mais tu te doutes bien qu'on ne va pas hoster un nœud pour chaque utilisateur, pour chaque éleveur. Tu es obligé d'avoir des instances qui t'en mutualisent certains et d'autres instances qui sont un peu plus big et et qui sont spécifiques à certains groupes. Certains groupes, et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce réseau un peu de consortium et le mieux étant d'avoir plusieurs points d'accès à l'information. Mais c'est là où tu crées la vraie confiance. Parce que si tu te ouais, dis, OK, je crée une blockchain, mais que j'ai un seul point d'accès à l'information, centralisé. bah Ouais, écoutez, c'est de la même façon que tu me dis sur ton emballage Origine France T'inquiète, là, c'est du blockchain T'inquiète, quoi. Ça revient à peu près au pareil. même. Donc, Ouais, alors c'est sûr que quand tu démarres, tu fais ton premier client, on te dit, ouais, vous avez combien de nœuds? Bah, autant que de clients. Quand tu commences à en avoir d'autres, tu peux te permettre d'avoir un réseau un peu plus sympa et du coup, la techno, elle prend de plus en plus sens que tu as d'utilisateurs et de partenaires et de clients avec toi qui sont dans l'aventure pour pouvoir créer vraiment cette redondance qui te crée cette confiance dans un réseau. Et au-delà de cette redondance, c'est les points d'accès à cette redondance. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un point d'accès API, mais que tu en aies plusieurs idéalement. Ça, c'est un truc auquel je suis en train de penser. Comment tu arrives à mêler l'ergonomie à ça? C'est-à-dire que toi, en tant qu'utilisateur, tu dis je veux croire lui et pas lui, je veux cette source d'information et pas celle-là. C'est tricky parce que sur le principe, idéologiquement, c'est ce qui t'apporte la vraie confiance, te dire si je ne le crois pas lui, j'ai envie de croire quelqu'un d'autre. Tu devras avoir ce choix dans la mesure où il est possible. Pour autant, est-ce que tu ne vas pas perdre tes utilisateurs dans le parcours client à vouloir proposer des trucs comme ça? C'est un vrai sujet sur l'authentique confiance, comment tu la crées sans perdre tout le monde, quoi. C'est surtout quand tu ouais. t'adresses à des produits de consommation qui ne sont pas des geeks du Web3, mais vraiment à tout le monde. C'est proposer quelque chose qui est cohérent par rapport à tout ça. Et ça, c'est un enjeu aussi. Ouais, c'est intéressant, vous avez vraiment modélisé votre blockchain, en fonction des spécificités dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, Mm. Label Food Chain, c'est, modélisé sous format, SaaS. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Est-ce qu'ils reçoivent bien cette solution? Est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce que c'est facile d'implémenter? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes d'implémentation, dans l'industrie? On est en phase de commercialisation principalement, c'est-à-dire que notre plateforme, bon, de toute façon, souvent on me pose la question, est-ce que le projet ou est-ce que la plateforme est terminée? Sur à quoi je réponds souvent, est-ce que tu considères que Microsoft Office est un produit Ouais, terminé? c'est Bah non, c'est jamais terminé un produit SaaS. C'est-à-dire dès lors que tu penses avoir terminé ta solution, c'est justement que tu es devenu obsolète, quoi. Donc c'est en soi jamais terminé. Alors franchement, moi je note depuis même un an et demi, une acculturation croissante sur la blockchain et les apports de la blockchain parmi mes prospects clients lors des différents rendez-vous. Et ça devient même rare, en tout cas quand je rencontre des industriels, que la personne, elle sache pas ce que c'est. C'est au moins elle en a entendu parler, au moins elle sait à peu près ce que c'est, ce que ça veut dire.
Et ça, je peux te dire qu'il y a 1 an, c'était, plutôt l'inverse. C'était plutôt j'étais étonné quand la personne, elle s'y connaissait. Je fais: «Ah bah tiens, bah, c'est magnifique, c'est j'avais l'impression de rencontrer l'un des miens». Une petite communauté de, tu sais, comme une petite communauté avec un Français que tu vois à l'autre bout du monde, tu dis: «Ah bah, c'est sympa, ça fait plaisir». Bah, là, c'est pareil, tu vois? Tu as croisé quelqu'un qui sait ce que je qui comprend ta vie, en fait, tu dis: «Ah bah, c'est agréable, ça fait plaisir». Et bah, là, je suis assez étonné de voir que, les personnes savent ce que c'est, savent ce que l'apport, ce à quoi ça correspond et je trouve vraiment qu'on a atteint un niveau de maturité qui commence à devenir intéressant. Tant d'un point enfin, et ça, je rencontre surtout des industriels, c'est surtout le point de vue des industriels. Ouais, ça fait Donc, plaisir à entendre. ça a bien changé en 1 an, je trouve. Ouais, ouais, c'est top. On va arriver sur la fin de l'interview, Benjamin. J'ai une petite Ah, dernière ça passe question, en vite, tu avais fait. raison, hein. Exactement. Et justement, moi, je me dis, cette solution de traçabilité que tu as mis en place, si tu arrives un peu à la standardiser, est-ce que ce serait possible, de la scaler, en fait, à d'autres domaines, qui sont pas forcément dans l'industrie agroalimentaire? Parce que là, tu Mmh. as parlé de viande, tu as parlé de fruits exotiques, mais par exemple, les vêtements, les produits électroniques et cetera? Alors sur le papier, oui, théoriquement oui. En pratique, si je veux aller dans une démarche où, je crée beaucoup de contenu pour l'utilisateur, il faut vraiment que j'aille bien dans le détail, dans le process, dans le système de récupération pour, caler ça par rapport à l'existant. Là dans nos systèmes, on va loin à chaque étape. C'est-à-dire que, par exemple, pour, les données, d'abattage, on arrive à récupérer le pH. Le pH, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une qualification factuelle par rapport au stress de la bête. Donc, en fonction du taux d'acidité, on sait exactement si elle est stressée ou non. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas de pH dans les vêtements, il n'y a pas de pH dans les clés USB, dans les choses comme ça. Donc, tu as les structures de données qui sont spécifiques à chaque typologie d'objet. Et si tu veux avoir une solution qui va loin en termes de contenu, tu es obligé un peu de te greffer déjà de 1 par rapport au process actuel pour standardiser ça, proposer quelque chose qui est redondant et scalable pour les différentes typologies d'acteurs, tout en proposant du contenu et aller loin dans la récupération des données de traçabilité. De même, par rapport à l'existant, tu dois toujours te greffer avec des systèmes qui sont déjà en place, souvent. Et ça demande un effort de développement. Et surtout, quand tu démarres, tu faut un peu choisir ses combats. Malheureusement, tu peux pas tout faire. Tu aimerais tout faire. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est tu vois un truc, tu dis, ah bah tiens, j'ai envie d'aller là. Puis après, tu en vois un autre brillant le lendemain, tu fais, ah bah tiens, je veux faire ça. Et en fait, si tu fais ça, tu vas jamais très loin et t'exécutes pas si bien que ça. Et nous, vraiment, notre obsession, c'est comment faire le plus possible avec le moins de temps possible. Et pour cela, bah, c'est pour ça qu'on se dit, on se spécialise par filière. On va très loin, on va très vite, on exécute Voilà. de telle sorte à ce que ce soit scalable pour le plus d'acteurs possible à chaque effort de développement. Et comme ça nous permet d'aller vite. Ouais, et de le faire correctement et puis on imagine, plus le temps va passer, plus, la prise de conscience par rapport à ce type de solution dans l'industrie agroalimentaire avec tous les scandales qu'on a pu avoir, alors en l'occurrence avec la viande sans en nommer, mais en fait, il y en a un petit peu partout et demain on peut Ouais, s'imaginer, une fois que toutes ces solutions-là, seront mises en place assez facilement pour, voilà, pour le consommateur qui se déplace dans les rayons, de pouvoir assez facilement scanner un aliment, quel qu'il soit, pouvoir voir un petit peu, toutes les informations, qu'il voudra et surtout ne pas devoir remettre sa confiance, bah, simplement, dans un organisme, centralisé. Parce que derrière, en fait, une fois que c'est inscrit, c'est immuable et il y a tout un processus en plus derrière d'audit, qui va être possible, pour éviter, la triche, quoi. c'est ça, OK c'est ça. et ben, je te C'est une belle remercie pour ton conclusion, hein. je te remercie pour ton temps et ton partage, Benjamin. Bonne journée. Merci à toi, Pierre.